Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Tolt, votre chef de bord pour cette série spéciale dédiée au sujet épineux du prix des billets de train. Nous allons tenter de comprendre les rouages complexes de la tarification ferroviaire, que finance le prix des billets, pourquoi sont-ils parfois plus élevés que pour d'autres modes de transport comme l'avion, le transport ferroviaire est-il réellement un service public? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous avons voulu donner la parole à plusieurs experts du rail français, dont les points de vue et intérêts divergent, afin de vous permettre de vous faire votre propre avis sur le sujet. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser vos écouteurs pour profiter de ce podcast. L'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage, attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Bonjour Marco, bonjour Fabrice, comment ça va ? Bonjour. Ça va bien, Merci beaucoup de venir nous voir, on est super contents de vous recevoir pour parler du sujet épineux du prix du train. Alors peut-être que pour commencer, je vais vous demander de vous présenter chacun votre tour, de dire un peu qui vous êtes, d'où vous venez. Et donc on va commencer par toi Marco. Merci Benjamin. Je m'appelle Marco Capusciuti, je suis le président de Trenitalia France depuis janvier 2024. J'ai travaillé pour 30 ans en Trenitalia, la compagnie ferroviaire italienne du groupe FS qui fait les services ferroviaires en Italie et a commencé à faire les services ferroviaires aussi en France, en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni. Je suis très passionné du système ferroviaire et donc je pense que la passion est très importante pour notre métier. En Trenitalia, j'ai été le responsable des services grande vitesse, les Freccia Rossa, les trains Flèche Rouge. Et je suis été aussi le responsable de la direction technique pour 12 ans. Et je pense que les connaissances techniques sont très importantes pour le secteur ferroviaire, en particulier pour la grande vitesse, parce que la sécurité, la fiabilité du service est à la base. Et donc, nous cherchons de porter ce concept aussi en France, pour le marché français. Tu avais déjà beaucoup d'expérience dans le secteur ferroviaire et j'aurais une petite question par rapport à ça, mais d'abord je vais demander à Fabrice aussi de se présenter. Alors, donc moi je suis Fabrice Toledano, je suis directeur marketing et commercial de Trenitalia France. Je suis dans la compagnie depuis 7 ans. En fait, j'ai débuté ma carrière, moi, plutôt dans un autre secteur, dans les télécoms. L'avantage, c'est que les télécoms ont été ouverts à la concurrence avant le ferroviaire, et donc ça m'a donné déjà un aperçu assez intéressant de comment réagir dans un contexte de concurrence assez pointu, en tout cas assez féroce même dans les télécoms. Et ensuite, j'ai intégré une filiale de la SNCF pendant quelques années, où je travaillais dans un contexte vraiment de laboratoire de services et d'offres. Donc là, c'était une filiale qui s'appelait IDTGV à l'époque, et vraiment le rôle, c'était de pouvoir innover dans le cadre de la grande vitesse sur des nouveaux services ou des nouvelles offres. Donc voilà, ça donne, c'est vrai, un côté très complémentaire à l'expertise très technique de Marco, puisque moi, je vais être plutôt concentré sur l'expérience de voyage, l'expérience client et l'innovation d'offres. Merci pour cette présentation. Et alors Marco, moi j'ai une question un peu plus personnelle. Quel est ton rapport au train ? Est-ce qu'on peut dire que tu es accro ? Oui, merci pour ces questions, parce que je suis passionné des trains et j'utilise les trains. J'utilise les trains Freccia Rossa, bien sûr, mais aussi les trains des autres opérateurs, les trains régionaux, parce que je pense qu'une personne qui travaille dans le secteur ferroviaire doit utiliser les trains. C'est une bonne chose d'utiliser les trains pour le plaisir des voyages, pour voir les autres les services des autres compagnies. Et donc, j'utilise les trains et j'ai fait beaucoup de kilomètres en train. Donc, on peut dire que ça coule dans tes veines presque. Oui. Et toi, Fabrice ? Alors, je pense qu'on ne travaille pas dans le secteur ferroviaire si on n'aime pas le train et si on ne privilégie pas le train à chaque fois que c'est possible. Effectivement, Marco l'a dit, il incite tout le monde, tout le temps, le plus possible, évidemment, dans la mesure des distances, à prendre le train. Donc oui, aujourd'hui, le train, c'est un endroit presque de travail aussi pour nous, mais c'est un endroit quotidien. On a la possibilité, alors évidemment, on privilégie nos trains, mais on le prend à titre personnel, évidemment, à titre professionnel très souvent, puisqu'on a des locaux et des équipes à Lyon. Le fait de prendre le train, au-delà, effectivement, du côté environnemental qui est très important, c'est aussi une manière pour nous de nous immerger dans le produit qu'on propose à nos voyageurs. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'être le plus souvent possible dans nos trains ou dans les trains d'autres opérateurs.
Alors j'enchaîne justement sur Trenitalia France. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu la structure juridique, le lien avec la maison mère, vous parler des liaisons que vous opérez, éventuellement nous détailler le type de train, histoire que les gens comprennent bien votre activité en France. Trenitalia France, donc c'est une filiale de Trenitalia. Trenitalia, c'est l'opérateur historique italien. Et on est implanté en France depuis une dizaine d'années. À l'époque, avec le nom de l'entreprise était Tello. Tello opérait des trains de nuit ou des trains dans le sud de la France vers l'Italie, enfin des trains de nuit aussi de la France vers l'Italie en l'occurrence. Et depuis fin 2021, Trenitalia Tello a changé de nom pour s'appeler Trenitalia France et lancé le Frecciarossa, donc nos trains à grande vitesse, donc qui veulent dire flèche rouge pour ceux qui ne sont pas italophone. À partir de décembre 2021, on a commencé sur la ligne Paris-Milan. Dès le printemps, on a ajouté des fréquences entre Paris et Lyon. Donc on avait 2 allers-retours Paris-Milan et on a ajouté 3 allers-retours Paris-Lyon. En août 2023, peut-être tu sais, effectivement, la ligne internationale entre Paris et Milan s'est interrompue parce qu'il y a un éboulement au niveau des Alpes. Et donc, cette ligne-là, depuis, est encore interrompue. Ça fait 1 an et demi. Donc, aujourd'hui, on est concentré sur le Paris-Lyon à hauteur de 5 allers-retours par jour. Donc, voilà, l'entreprise fait 170 personnes aujourd'hui en France. L'essentiel des personnes est plutôt soit dans les trains, soit en gare, soit dans les boutiques, en gare pour accompagner les voyageurs. Et donc, on est plutôt une structure assez réduite sur le siège social. Et donc, c'est important pour nous aussi cette souplesse, cette agilité par rapport à la taille de l'entreprise. Et pour dire un mot peut-être sur le train, effectivement, nos trains sont différents de ce qu'on a l'habitude de voir en France. C'est des trains d'abord qui sont utilisés, c'est le même modèle de train qui est utilisé en Italie, en Espagne et en France, donc le Frecciarossa. C'est un train qui effectivement est assez différent. D'abord, c'est un train moderne, ça fait pas très longtemps, ça fait quelques années qu'ils sont en circulation. Et donc l'âge du train est très important dans la modernité. Et c'est un train qui est assez performant, alors qui est conçu différemment, parce que les moteurs ne sont pas dans les motrices. Les moteurs sont répartis, il y a 16 moteurs qui sont répartis sur le train. Donc ce qui permet vraiment une optimisation de la puissance du train et aussi une meilleure adhésion au rail. L'autre aspect à noter peut-être sur ces trains-là, c'est que c'est des trains qui sont conçus avec quasiment 100% de matière recyclable. Et donc ça, c'est un axe très très important parce que au-delà d'inciter les voyageurs à prendre le train et de respecter l'environnement, en interne aussi, on a beaucoup d'actions et notamment la conception des trains pour rester cohérent justement avec cette ligne directrice. Voilà en quelques mots la société, comment elle est aujourd'hui. Et alors, je m'aperçois que j'ai oublié de préciser quelque chose par souci de transparence, au cas où les personnes qui nous écoutent ne le sauraient pas. C'est donc vous qui sponsorisez cet épisode sur le prix du train. Mais cela dit, j'ai eu carte blanche sur les questions. Vous m'avez pas demandé de poser certaines questions ou d'autres. La seule chose que vous m'avez demandé, c'était de vous les transmettre en amont pour notamment Marco qui puisse les préparer, parce que forcément le français n'est pas sa langue maternelle, même si on ne doute pas qu'il parle très bien français. Mais voilà, c'était juste le petit message pour être transparent. Alors, je vais te redonner encore la parole, Fabrice, pour une deuxième question, peut-être pour que tu nous détailles la répartition du coût des billets qu'achètent les voyageurs qui montent à bord de vos trains. Certaines personnes qui nous écoutent savent peut-être qu'il y a évidemment les péages ferroviaires, qu'il y a les coûts pour les salariés, l'énergie, etc. Peut-être que tu peux nous détailler un peu tout ça. Alors, si on rentre un peu dans la structuration du prix et du coût opérationnel, alors tu as raison, le premier coût, et de loin, ce sont les coûts des péages. Les coûts des péages représentent à peu près 45% de l'ensemble des coûts. Donc, le fait de pouvoir utiliser le réseau ferroviaire français et de financer le réseau ferroviaire pour sa maintenance, pour sa modernisation. Ça, effectivement, dans le modèle économique d'un opérateur, c'est le principal coût. Et juste ça pour préciser, donc ça c'est une redevance que vous versez à SNCF Réseau. Exactement, c'est une redevance qu'on paye à SNCF Réseau et qui est liée qui est due à chaque circulation du train. À chaque fois qu'un train circule sur les rails, on a une redevance à payer. Comme quand quelqu'un prend l'autoroute pour la voiture. Comme quelqu'un prend l'autoroute pour la voiture. Donc, à peu près 45% du coût est lié au péage. Le deuxième poste, ça va être le matériel. Donc, le fait d'acheter ou de louer un matériel et sa maintenance. Ça, on est aux alentours de 20% à peu près. Donc, évidemment, le matériel va dépendre de la qualité du matériel, mais la maintenance est aussi très importante puisque les trains sont maintenus en permanence.
En ce qui nous concerne, ils sont maintenus à la fois en France et en Italie. Puisque ce sont des trains qui, à la base, circulent en Italie. Et c'est vrai que c'est en Italie qu'on a les ateliers qui nous permettent d'avoir les plus hauts niveaux de maintenance, même si une partie est faite en France, justement, pour des raisons d'agilité, de souplesse et de pouvoir opérer le service au quotidien. Et ça devait être assez pratique dans le cas de l'éboulement. Alors, peut-être pour faire une petite parenthèse sur ce sujet-là, c'est vrai que nos trains initialement étaient maintenus quasiment exclusivement en Italie lorsqu'on avait la ligne Paris-Milan, puisque nos trains tous les jours, 2 fois par jour, même allaient en Italie. Donc, on avait une rotation qui faisait que les trains pouvaient être maintenus en Italie. Il se trouve qu'en août 2023, il y a eu l'interruption de la ligne. Et donc, envoyer les trains en Italie, c'était compliqué, puisqu'il n'y avait pas forcément de ligne. Donc, il a fallu qu'on réagisse très, très vite. Et donc, on a réorganisé la maintenance pour qu'une partie puisse être faite en France. Alors, et les premiers niveaux de maintenance sont aujourd'hui assurés en France. On a besoin, pour des raisons aussi d'équipements spécifiques à nos trains, de renvoyer régulièrement nos trains à Milan, où sont nos ateliers. Et pour ça, donc, nos trains partent régulièrement à vide et passent par le sud de la France, puisque ce sont la seule liaison ferroviaire aujourd'hui entre la France et l'Italie. Donc, on va passer par Nice, Vintimille et récupérer Milan. Donc, nos trains, ils vont quand même régulièrement, sans voyageurs, parce que le voyage, pour le coup, est un peu long et sur des créneaux horaires qui ne sont pas forcément des créneaux commerciaux. Mais on a cet équilibre-là de maintenance aujourd'hui entre une partie à Milan, pour les niveaux de maintenance les plus élevés, et une partie à côté de Paris. Ok, intéressant. Bon, voilà. Mais en tout cas, effectivement, la location du matériel et le coût de la maintenance, c'est le deuxième coût chez un opérateur. Le troisième coût, c'est le personnel, à hauteur de 15%. Effectivement, il faut évidemment rémunérer l'ensemble du personnel. Le quatrième coût, ce sont tous les coûts commerciaux, les coûts de service à bord, les coûts marketing, de communication qui pèsent un peu plus de 10%. Et le dernier coût principal, ça va être l'énergie, qui est aux alentours de 4-5% du coût global d'un opérateur. Ok. Voilà, donc comme ça, vous avez une vue, en tout cas des grandes masses, de ce que sont les dépenses, en tout cas quand les gens achètent un billet, voilà où vont le prix de leur billet. Ça donne des bons ordres de grandeur, effectivement. Alors Marco, ton prédécesseur Roberto Rinaudo, désolé pour la prononciation, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts là-dessus, avait pris la parole plusieurs fois dans les médias pour plaider justement en faveur d'une baisse des péages ferroviaires, puisque comme l'a dit Fabrice, ça représente quand même 45% du prix des billets, en France en tout cas. Est-ce que vous tenez toujours cette position ? Ou est-ce que ça a évolué ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet ? Oui, les coûts de péage en France est un sujet important, une partie très importante des coûts de l'entreprise. Mais c'est clair qu'en cette situation de finances publiques, nous pensons que c'est difficile d'avoir une baisse de péage. Et donc, pour Trenitalia-France, c'est un fait à prendre en considération et à considérer pour notre budget, mais la situation en France est une situation où le coût de péage est élevé. Et donc, notre activité pour développer le marché, pour augmenter la qualité, pour chercher de faire une réduction des coûts et une optimisation des coûts maintenant le même niveau de qualité. Mais je pense que pour les prochaines années, c'est difficile que les coûts de péage peuvent baisser. Donc, c'est une situation, à mon avis, fixée. C'est clair que les études, en particulier les études de l'AFRA, l'Association française de l'opérateur alternatif de rail, ont démontré que une baisse de péage peut être utile pour l'augmentation de l'offre et peut être utile aussi pour les SNCF Réseau, parce que si les bases de péage sont connectées à une augmentation de l'offre, les redevances des gestionnaires de l'infrastructure sont les mêmes. Aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont pas les conditions pour une réduction. Et donc, nous cherchons d'augmenter notre qualité, de travailler sur la réduction des coûts, sur l'optimisation industrielle. Et en cette façon, notre augmentation des volumes sur la directrice Paris-Sud de la France est très importante, parce qu'avec l'augmentation des volumes, les coûts fixes
peuvent abaisser. Et donc, nous travaillons sur ces sujets. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que vous êtes peut-être un peu moins, vous mettez peut-être un peu moins, on va dire, de pression. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, vous poussez peut-être moins le gouvernement aujourd'hui à trouver des solutions pour faire baisser les péages. Parce qu'il y a ce contexte. Oui, nous comprenons que le contexte général est un contexte difficile. Un contexte difficile, et donc nous comprenons qu'il n'est pas réalistique, une baisse des péages. Ouais. C'est clair que nous cherchons de porter notre position, de porter notre étude, que les baisses des péages peuvent être utiles, mais travaillons aussi pour la réduction des coûts, pour l'optimisation industrielle avec ces niveaux de péage. Peut-être pour que les personnes qui nous écoutent comprennent, l'idée c'est que pour baisser le prix des péages, il faudrait forcément qu'il y ait un engagement, on va dire, public, que le gouvernement mette la main à la poche. Et effectivement, le contexte aujourd'hui, c'est plutôt de réduire les dépenses. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est pas à l'ordre du jour, quoi. Oui, et nous comprenons ces situations générales, c'est clair. Okay. Oui. C'est pas le bon moment, probablement, même si effectivement des études ont montré qu'une baisse des péages pourrait amener plus de trains, donc plus de revenus pour l'opérateur d'infrastructure. Et donc, pour compenser justement cette baisse, mais ça veut dire qu'il y a un investissement au démarrage. Et c'est sûr qu'en termes de finances actuellement, ce n'est pas forcément le moment. Donc, ce n'est pas un sujet qu'on a mis de côté, mais c'est un sujet qui est difficile à porter dans le contexte actuel. Oui. Mais du coup, ce que Marco a dit est très important, c'est-à-dire que notre ambition, c'est d'augmenter le nombre de voyageurs vers le train, et dans nos trains en particulier, évidemment. Pourquoi ? Parce que les péages, on a vu évidemment que c'est le premier poste de coût, mais c'est un coût qui est fixe. Le train, quand il circule, qu'il soit plein ou qu'il soit vide, le coût du péage va être le même. Donc il y a vraiment un travail de développement de la notoriété, de développement de la qualité de service et de la satisfaction du client qui va être fondamental pour attirer de plus en plus de personnes au global vers le train, et en particulier dans nos trains. Et c'est comme ça qu'on va réussir à optimiser, on va dire, ou à minimiser l'impact de ce coût du péage. Et justement, vous avez peut-être des ordres de grandeur à nous donner sur le taux de remplissage actuel et ce que vous visez ? Pour donner quelques chiffres, parce que c'est sûr que depuis qu'on a démarré, donc décembre 2021, en 2022, on a développé l'offre avec le Paris-Lyon en milieu d'année. En 2023, on a dû arrêter le Paris-Milan. En 2024, c'était la seule année finalement assez stable en termes d'offres pour nous avec le Paris-Lyon. Mais si on regarde par exemple les volumes de voyageurs qu'on a transportés entre Paris et Lyon entre 2023 et 2024, on a fait plus 40% de voyageurs dans nos trains, avec 5 allers-retours. Donc il y a cette démarche de se dire on attire de plus en plus dans nos trains, elle commence à se vérifier. Et cette ambition de dire on arrive pour développer le marché ferroviaire et attirer plus de personnes vers le train, elle se développe aussi parce que, au-delà du trafic supplémentaire dans nos trains, l'opérateur historique communique régulièrement sur des très bons résultats. Donc, on est déjà sur un des bénéfices, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais un des bénéfices de l'ouverture du marché, qui est le fait d'augmenter le nombre de voyageurs dans le train, souvent au détriment de modes de transport plus polluants. Donc voilà, l'ambition qu'on avait au démarrage, elle commence en tout cas, la dynamique est lancée. Et alors je vais revenir un peu sur ce sujet des péages ferroviaires. Est-ce que Marco, tu pourrais justement nous parler du cas italien, qui a été a priori assez précurseur en matière d'ouverture à la concurrence de ces lignes à grande vitesse, puisqu'elle a été effective dès 2012. Oui, la concurrence en Italie a commencé en 2012 avec les services d'Italo, l'opérateur alternatif à Trenitalia. Et l'ouverture de la concurrence a été un grand moment parce que aussi Trenitalia a changé. Je suis été le responsable de Frecciarossa en cette période. Et donc, il était un grand effort aussi par Trenitalia pour améliorer les services, pour donner différents niveaux de services. Nous avons créé les 4 niveaux de services, exécutif, business, standard et premium. Et l'expérience de l'ouverture de la concurrence a été positive pour les nouvelles entrantes, mais aussi pour les opérateurs historiques, qui a changé l'organisation, a changé l'approche à les clients. L'ouverture de la concurrence a porté une baisse des prix de l'ordre de jusqu'à 30% sur la relation Rome-Milan, une grande augmentation de l'offre. L'offre est doublée et apporter aussi plus villes qui ont été desservies. Quelques petits exemples.
avant le début de la concurrence, les trains Frecciarossa en Italie desservaient 40 villes, les plus grandes villes comme Rome, Milan, Turin, mais aussi villes plus petites. Et aujourd'hui, après 12 ans de concurrence, les villes qui sont servies par Frecciarossa et par Italo sont 112. Donc, quelques personnes disent que la grande vitesse est seulement pour les grandes villes. L'expérience italienne est que l'ouverture des marchés a porté une augmentation des villes qui sont desservies. Il y a eu, on va dire, une participation de l'État pour la maintenance du réseau, ce qui a permis justement de compenser la baisse de revenus au moment de la baisse des péages. Et c'est ça aussi qui a permis aussi d'avoir beaucoup plus de billets vendus parce que les prix ont baissé. Les services à grande vitesse en Italie, comme le reste de l'Europe, est un service à libre marché. Donc, les entreprises ferroviaires ne reçoivent pas de financement par l'État, différents les services intercités qui est financé par l'État ou les services régionaux qui est financé par les régions. Et ce modèle est le même modèle in toute l'Europe. Les péages sur la ligne grande vitesse en Italie est plus élevé que les péages sur les lignes classiques, mais il était dans les 2015 une baisse des péages sur la ligne grande vitesse. Donc les péages restent plus élevés que les lignes classiques, mais aujourd'hui est 3 ou 4 fois plus bas qu'en France, et a permis l'augmentation de l'offre. L'augmentation de l'offre pour Trenitalia, pour Italo, et aussi pour autres entreprises ferroviaires, parce que ce sont autres entreprises ferroviaires qui ont demandé d'entrer sur les marchés italiens, et une entreprise ferroviaire est SNCF Voyageurs. Ce que j'avais lu justement un rapport qui disait que ça s'était fait en 2 étapes, je crois. Il y a eu une première baisse des péages et après une seconde baisse. Et donc, ça a permis effectivement, dans un premier temps, déjà de faire qu'il y ait plus de voyageurs. Et en fait, finalement, après quelques années, on est revenu à une situation d'équilibre où l'État n'a plus besoin de financer la maintenance du réseau parce qu'il y a tellement de billets qui sont vendus, même si, on va dire, la marge est un petit peu réduite, que ça a compensé. Le modèle économique des gestionnaires d'infrastructures italiens est un modèle économique où les redevances dans les péages sont utilisées pour la maintenance courante de l'infrastructure et la maintenance extraordinaire est payée par l'État. Mais une autre importante chose que je veux souligner, c'est l'augmentation de l'offre, l'augmentation des voyageurs est connectée à une diminution des voyageurs sur l'avion. Donc, les marchés ferroviaires ont augmenté et les marchés de l'avion sont abaissés. Et cette façon est positive pour l'environnement. Et petit exemple, avant le début de la concurrence, les 80% des voyageurs sur la directrice Rome-Milan utilisaient l'avion et les 20% les trams. Aujourd'hui, il est exactement le contraire. 80% l'avion et 20% les trains. 80% le train et 20% 80% les trains et 20% l'avion. Donc il était une forte augmentation des marchés ferroviaires et les marchés de l'avion est baissé. Nous pensons que train et avion, ils ne sont pas concurrents. Train et avion sont complémentaires. Mais c'est clair que pour distance jusqu'à 500-600 km, les trains est la modalité plus respectueuse de l'environnement, et nous devons utiliser l'avion pour les grandes distances, pour les grands parcours. Je repasse à Fabrice. Selon toi, justement, l'entrée de nouveaux opérateurs comme Trenitalia ou Renfe peut-elle vraiment permettre une baisse durable des prix en France, notamment lorsqu'ils n'ont plus droit aux réductions sur les péages ferroviaires? Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais si je ne dis pas de bêtises, un nouvel entrant sur le réseau ferroviaire français, il a le droit à une baisse sur les redevances qu'il paye à SNCF Réseau pendant 3 ans, c'est ça? Pendant 2 ans et possiblement une 3e année. Alors, pour revenir peut-être à la question, effectivement, l'exemple italien a montré que l'ouverture à la concurrence faisait baisser les prix.
Je vais reprendre quelques chiffres qui ne sont pas de nous, mais qui sont plutôt des distributeurs multi-opérateurs qu'on peut avoir en France, donc nos partenaires comme Trainline, Combo, Omio. Ils nous disent quoi en France aujourd'hui? Ils nous disent que seul le trajet entre Paris et Lyon a connu une baisse de prix de l'ordre de 10%, quand les autres trajets n'ont pas connu cette baisse de prix, voire même ont connu des hausses de prix. Donc effectivement, les effets bénéfiques de l'ouverture à la concurrence commencent à se faire sentir, en tout cas là où il y a de la concurrence évidemment, et on a commencé par Paris-Lyon. Alors pour répondre à ta question, en effet, on a bénéficié pendant 2 ans et une 3e année de baisse de réduction sur le coût du péage. Ça c'est l'ART, c'est l'ART qui a mis en place cette règle-là. L'autorité de la régulation des transports. L'autorité de régulation des transports, tout à fait. Pour quelle raison? Parce que en fait, un nouvel entrant, il a d'une part des investissements importants à faire pour pénétrer le marché français, mais ne serait-ce qu'en termes de matériel. Il faut homologuer, il faut retoucher techniquement les trains pour qu'ils puissent avoir l'autorisation de circuler en France. Donc on a dû faire ça sur les trains qui circulent en France, puisque nos trains étaient habilités à circuler en Italie. Il a fallu les adapter et les homologuer sur le marché français. Ça, ce sont des investissements qui sont très lourds. Et la deuxième chose, c'est que, évidemment, quand on rentre en France, on a une notoriété qui est quasiment à zéro au démarrage et qu'il faut créer au fur et à mesure pour attirer sa propre clientèle. Ces 2 impacts-là, évidemment, l'opérateur historique en France ou dans n'importe quel pays n'est pas sujet à ces contraintes-là puisqu'il est déjà installé. Et donc, l'ART a mis en place cette réduction temporaire sur les coûts des péages pour justement équilibrer cette différence objective de traitement au démarrage et permettre aux nouveaux entrants de pouvoir effectivement pénétrer le marché français. C'est effectivement ce qu'on a connu. Ce qui nous a permis justement sur les premières années, puisque ça fait juste 3 ans maintenant qu'on est en France, de pouvoir travailler sur une augmentation de la notoriété et de pouvoir construire quelque part notre clientèle. Et effectivement, au bout de 3 ans, cette aide s'arrête parce que c'est le temps qui a été nécessaire justement pour pouvoir grandir en France et arriver à faire voyager finalement un nombre de clients qui permet un équilibre économique. Et justement, maintenant que vous n'avez plus droit à ces baisses de redevances, ce que j'ai bien compris de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, vous comptez plutôt sur l'optimisation de vos coûts opérationnels, améliorer le taux de remplissage pour justement faire baisser les prix, c'est ça? L'idée, effectivement, pour nous, notre perception, c'est qu'on a lancé une politique de prix dès le démarrage qui soit la plus simple possible, parce que c'était évidemment une des attentes des voyageurs de comprendre le prix. Quand ils comprennent pas le prix, ils ont l'impression que c'est cher. Donc on a lancé une gamme de prix effectivement très très simple, flexible, puisque tous nos billets sont flexibles, et le plus transparent possible. Et cette logique-là, on compte bien la garder, même si effectivement l'aide s'arrête, ça y est, au bout de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on a eu le temps aussi d'avoir cette croissance de voyageurs qu'on évoquait tout à l'heure et de pouvoir rentabiliser quelque part les coûts et notamment les coûts de péage. Donc c'est évidemment ce temps-là est nécessaire pour pouvoir grandir. Et si les coûts étaient dès le début au niveau où ils sont à la fin, c'est vrai que les premières années sont déjà naturellement très difficiles, puisque là, l'aide, et c'est l'ART qui le dit, ne couvre pas l'ensemble des déficits qu'on avait par rapport à l'opérateur historique. Il couvre justement cette période de progression. Il ne couvre pas, par exemple, tous les investissements d'homologation du matériel. Donc, pénétrer un marché aujourd'hui quand on est nouvel entrant, ça reste une épreuve compliquée, et c'est pour ça qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs encore aujourd'hui sur le marché français, même s'il y a beaucoup de candidats, il n'y a pas beaucoup d'acteurs concrets, mais ce temps-là est vraiment nécessaire pour pouvoir assurer la croissance qui nous permet derrière de trouver un rythme de voyageurs plus, plus équilibré par rapport au coût. Donc ce que je comprends, si je me place du point de vue du voyageur, a priori les prix que vous proposiez là ces 3 dernières années, ils ne vont pas bouger dans les années à venir. En tout cas, on garde la même grille de prix, notamment sur le Paris-Lyon, puisque pour l'instant, on n'opère que ça. Mais l'idée pour nous, c'est effectivement de garder cette même grille de prix, alors qu'il reste une grille dynamique. On travaille aussi avec le revenu management, c'est-à-dire l'adaptation des prix en fonction de l'anticipation d'achat et du volume de voyageurs, du taux de remplissage. Donc ça, évidemment, ça c'est une pratique du secteur ferroviaire. Donc on applique aussi ces prix dynamiques, mais on garde la même grille de prix que ce qu'on avait connu ces dernières années. En ce moment, l'un des sujets qui fait beaucoup parler dans les médias français, c'est ce que Jean-Pierre Farandou, donc le PDG de la SNCF, a appelé équité concurrentielle. En clair,
comment faire en sorte que les nouveaux entrants comme Trenitalia, comme Renfe, n'aillent pas se positionner uniquement sur des lignes rentables, parce que Paris-Lyon, c'est a priori une ligne qui est assez rentable, et qui participe aussi aux enjeux d'aménagement du territoire. Qu'est-ce que tu pourrais me dire à ce sujet ? Oui, ce sujet est très important. Et je veux souligner que le positionnement de Trenitalia est sur la ligne Paris-Lyon, sur la ligne Paris-Marseille, mais notre offre dessert aussi les territoires. Par exemple, les services Paris-Lyon-Turin-Milan a aussi les arrêts à Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne et Modane, côté français, et Ours, côté italien. Donc, notre idée de la grande vitesse est un service grande vitesse pour la connexion des grandes villes, mais aussi des territoires qui sont traversés. La même chose pour les services Paris-Marseille, que nous lancerons le 15 juin, parce que nous avons les arrêts aussi à Lyon-Saint-Exupéry, Aix-en-Provence et Avignon. Et donc, notre idée de grande vitesse est une grande vitesse avec aussi des arrêts intermédiaires pour desservir les territoires, avec un juste compromis entre les temps de parcours qui sont plus longs et desservir les territoires. Par exemple, sur la relation Paris-Marseille, les arrêts à Avignon et à Aix-en-Provence portent 10 minutes en plus sur la parcours total, mais nous pensons que 10 minutes sont compatibles, un juste équilibre entre les temps de parcours général et desservir les territoires. Donc, je veux souligner qu'aussi un régime de libre marché est possible de desservir les territoires. Et donc, je pense qu'il n'est pas ces contradictions entre le positionnement des nouveaux opérateurs sur les lignes plus rentables et desservir des territoires. Et l'exemple italien est très important parce que nous avons dit que le nombre de villes qui ont été desservies est augmenté avec la grande vitesse. Et donc, la grande vitesse est utile aussi pour desservir les territoires. Et alors, ça m'amène une autre question. Est-ce qu'à terme, vous envisagez par exemple de faire circuler des trains qui passeraient même pas par Paris ? Notre positionnement sur le marché français aujourd'hui est entre Paris et le sud de la France, et vers l'Italie. Et notre positionnement est un positionnement qui est connecté aussi à le nombre de rames que nous avons. Et pour futur développement, ce sont nécessaires plus rames. Et nous avons les plans d'obtenir plus RAM, mais c'est un plan de mid-term, il n'est pas un plan de la prochaine année. Et avec ces plans, peut être utile de penser quelques autres relations et de servir autres gares de Paris, et non seulement la gare de Lyon. Donc, oui, ce sont des études qui sont en cours. D'accord, mais donc ce ne sera pas avant qu'il y ait de nouvelles rames. Et effectivement, comme les carnets de commandes des constructeurs sont bien remplis, ça risque de prendre un peu de temps. Oui. Notre rame aujourd'hui sont neufs. Nous cherchons d'utiliser à maximum ces rames. Et donc, pour le nouvel rame, nous devons attendre minimum le 2028-2029. Et d'ailleurs, c'est un point qu'on n'a pas évoqué, votre constructeur justement qui a fabriqué les Frecciarossa, peut-être que vous pouvez nous en dire 2-3 mots. Oui, le constructeur qui a construit les Frecciarossa est Hitachi, qui est une entreprise d'origine japonaise, et avec beaucoup d'établissements en Europe, en particulier en Royaume-Uni et en Italie. Partie de la rame est construite par Alstom, en particulier pour les systèmes de signalement et pour les logiciels des véhicules. Donc, notre rame est une rame internationale. Et la chose importante est que l'idée de Trenitalia est d'utiliser la même rame pour toute l'Europe. Donc, la même rame, le même niveau de service en Italie, en Espagne, où Trenitalia est présente avec les marques Irio, en France, et les prochaines années en Allemagne. Ah, donc vous allez aller en Allemagne bientôt aussi ?
Oui, nous avons commencé les opérations pour la modification des trains et pour planifier un service commercial entre l'Italie et l'Allemagne. Et ça, ce sera une autre filiale, ce sera Trenitalia Allemagne? Aujourd'hui, ce projet, un projet fait une coopération avec DB, l'opérateur historique allemand, comme a fait SNCF avec DB. Et l'idée de faire le service entre Milan et Munich, et l'idée est de connecter les grandes villes européennes avec des arrêts pour desservir les territoires, avec les mêmes concepts. Ah, c'est une très bonne nouvelle, ça. En tout Oui. cas. Fabrice, un mot à ajouter peut-être sur ce sujet on va dire, de la couverture des territoires en France? Oui, en fait, ce qui est, et Marco l'a très bien expliqué, mais ce qui est vraiment fondamental pour nous, c'est de trouver l'équilibre entre le temps de trajet global qui doit rester compétitif, parce que si on met trop de temps, évidemment, ça décourage les gens, et notamment si on prend l'exemple du Paris-Milan, si on allonge trop le temps de trajet, l'offre devient moins attractive. Et en même temps, pouvoir desservir des territoires, évidemment, c'est aussi des marchés additionnels qu'on peut capter. Je prends l'exemple du Paris-Milan parce que c'est intéressant. Le Paris-Milan passe par Lyon par Dieu, et poursuit son chemin vers les Alpes et l'Italie. Aujourd'hui, en tout cas à partir du 1er avril, quand la ligne va réouvrir, Trenitalia sera le seul opérateur à connecter Lyon à l'Italie sans connexion, en trajet direct. Donc c'est important ces trajets-là, et on l'a vu également dans les Alpes, puisque le premier arrêt en fait qu'on a fait à Saint-Jean-de-Maurienne, c'était le 15 décembre dernier, puisqu'on dessert en ce moment le week-end pour la saison hivernale, on dessert Chambéry et Saint-Jean-de-Maurienne. Alors il se trouve qu'on peut pas encore aller plus loin, puisque les rails ne sont toujours pas remis en état, mais on a inauguré ce premier arrêt commercial à Saint-Jean-de-Maurienne, et c'est vrai que les élus locaux étaient non seulement très contents de pouvoir être reliés aux grandes villes françaises, mais demain de pouvoir être reliés quotidiennement, puisque Saint-Jean-de-Maurienne deviendra un arrêt quotidien, avec l'ensemble des villes italiennes, enfin en tout cas Turin, Milan, et Milan aujourd'hui est quand même un hub ferroviaire en Italie, donc qui permet de donner accès à l'ensemble du territoire italien. Donc c'est aussi une manière pour eux d'augmenter le tourisme et le trafic dans leur vallée, en l'occurrence, et donc c'est une très bonne nouvelle pour ces territoires. Nous, on a trouvé cet équilibre-là parce que, évidemment, le temps de trajet était raisonnablement rallongé par rapport à l'opportunité de marché que ça pouvait nous apporter. Donc, oui, ce travail-là, j'ai envie de dire, c'est des réflexions qu'on a depuis le démarrage. Hein. C'est vrai que le sujet est d'actualité en ce moment, mais on a commencé à réfléchir justement à ces arrêts intermédiaires depuis qu'on a lancé le service en fin 2021. C'est super intéressant que tu parles de ces arrêts intermédiaires parce que à l'époque où vous circuliez, donc avant l'accident, moi j'avais testé la ligne justement pour aller à Bardonecchia. Oui. Et Bardonecchia, c'est quand même une station assez extraordinaire puisque y a une gare et après tu es à 10-15 minutes des pistes. Oui. Donc ça, j'imagine que vous l'avez pas relancé pour avril parce qu'il y aura plus de neige, enfin plus trop de neige à ce moment-là, mais peut-être que c'est quelque chose que vous envisagez pour l'année prochaine. Alors en fait, on a discuté avec la région Piémont et Bardonecchia est remplacé par Ux, qui a effectivement une autre station à proximité, qui est très très proche de Bardonecchia, mais qui donne accès évidemment aussi à beaucoup de domaines skiables. Et c'est vrai que la demande était forte sur Ux parce qu'il y a une connexion directe avec Briançon et avec pas mal de grandes stations de ski ou de grandes stations de montagne pour l'été aussi. Donc l'offre qu'on va lancer au 1er avril avec les arrêts, elle est pérenne. Et elle est quotidienne, donc avec les 2 allers-retours. Chacun des 2 allers-retours tous les jours, toute l'année, va desservir les mêmes gares. Et donc, terminé Bardonecchia ? Remplacé par Ux. Oui, mais c'est important de terminer. Bardonecchia est terminé, mais il est Ulls. Nous pensons que Ulls a la même conception de proximité à les domaines pour le ski et a aussi un potentiel majeur de Bardonecchia. Mais sont les clients qui porteront la réponse et donc Trenitalia est aussi prêt à changer l'arrêt si la demande change. Donc c'est flexibilité. La chose importante est qu'il sera un arrêt dans la Val d'Issus comme un arrêt dans la Val de la Maurienne pour le concept que aussi les territoires doivent être desservis.
C'est clair qu'il n'est pas possible de faire 2 ou 3 arrêts parce que le train est un train grande vitesse et il n'est pas possible. Mais nous sommes prêts à changer l'arguet si le marché change. Donc il faut que je fasse mon petit lobbying pour Bardonecchia si je veux que ça change. Oui, mais aussi Hulls, c'est très bon. Mais c'est vrai que j'ai pas testé le Hulls, ça se trouve c'est très bien aussi. Mais c'est vrai que Bardonecchia c'était un peu mon petit coup de cœur parce que c'était un peu le côté ski montagne avec cet esprit italien que j'aime beaucoup, donc j'avais beaucoup aimé. Ah ben, l'esprit est le même sur la gare de Hooks, ça reste côté italien et ça reste évidemment à proximité immédiate des belles stations. Oui, il faudra que j'essaye. Oui, et une autre importante chose qui a dit Fabrice, l'avantage du Hulls est qu'avec Hulls est possible aussi de desservir Briançon. Parce que è bizarre, mais si un voyageur veut aller dans Paris à Briançon, è più facile d'y arriver à Hulls et da Hulls aller à Briançon. Ah oui, donc, c'est important. Et donc aussi pour les clients français, l'arrêt de Hulls, c'est important pour ces raisons. Très bien. Est-ce que moi j'ai fini mes questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez ajouter? Juste peut-être pour rebondir, un sujet important pour rebondir sur la flexibilité que Marco évoquait, sur le fait de se dire on s'adapte aussi aux clients, au retour des clients qu'on écoute beaucoup. On a dit tout à l'heure qu'on avait une croissance forte des clients. Cette flexibilité, on la met aussi dans la capacité de nos trains. Depuis le 14 décembre dernier, on a fait un premier test de double composition, c'est-à-dire 2 trains accrochés l'un à l'autre pour doubler la capacité des trains, justement pour pouvoir répondre à la demande du volume de voyageurs, notamment en période de vacances. Et on est en train de mettre ça en place, c'est-à-dire la flexibilité de pouvoir adapter la capacité à la demande client. Et donc, évidemment, lorsqu'on est en début de période de vacances ou en fin de période de vacances, on a des demandes plus fortes. Et au fur et à mesure, on va pouvoir nous doubler la capacité des trains grâce aux rames supplémentaires qu'on a dès à présent avec les 9 rames, pouvoir doubler un certain nombre de trains justement parce qu'on se rendait compte que quand il y avait beaucoup de demandes et qu'on ne pouvait pas répondre à cette demande faute de place, c'était un peu dommage pour nous puisqu'on est quand même dans cette phase aussi de développement de la notoriété et de connaissance de nos trains. Donc cette flexibilité, elle va jusqu'à adapter la capacité. Ça, c'est important aussi de souligner. Ça, là, on sent l'expertise technique de Marco peut-être, non? Alors, tu fais bien de le souligner parce que faire circuler un train en double capacité, donc faire circuler 2 trains accrochés, c'est aussi des process de sécurité et d'homologation qui sont assez complexes à obtenir. Et ça a été un travail de 2024 qui aboutit là en 2025 puisqu'on a commencé il y a un peu moins d'un mois maintenant. Mais oui, il y a une partie technique très poussée, mais qui répond à un besoin commercial de marché. Donc c'est là où la complémentarité a tout son sens. Oui. Et je vous souligner aussi que le 2024 pour Trenitalia France était un an de transition où les services est resté les mêmes sans que le retour Paris-Lyon, avec les prolongements à Chambéry et Saint-Jean-de-Maurienne que nous avons commencé le 15 décembre, mais était un an de préparation pour le futur. Donc nous avons investi le temps, les ressources pour l'homologation en unité multiple, nous avons investi ressources pour le marketing, pour préparer le futur. Donc le 2024, un an où notre offre est restée la même, mais nous avons travaillé pour le futur. Beaucoup de nouveautés en 2025. Oui. Disons qu'on a profité de plus avoir la possibilité d'opérer entre Paris et Milan pour se consacrer d'abord et se focaliser sur Paris-Lyon et en même temps préparer le développement qu'on connaît en 2025. On peut accueillir l'avenir avec enthousiasme. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, c'était très intéressant. Merci et écoutez, peut-être à bientôt dans un train alors. À très bientôt, on espère. Oui. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner à notre podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage bas carbone.